Williams-Beuren syndrome is a rare genetic disorder caused by the loss of a small fragment of chromosome 7 called a microdeletion. This microdeletion of chromosome 7 is the cause of several manifestations, including intellectual disability, cardiac and vascular abnormalities, and physical and behavioral characteristics. A rare disease affects less than 1 in 2,000 people. Williams-Beuren syndrome is even rarer, with an estimated 1 in 10,000 people affected. It affects both boys and girls, regardless of their geographical origin. Williams-Beuren syndrome is very rarely diagnosed before birth. On the other hand, it is suspected if there's a heart murmur at birth, especially when combined with psychomotor developmental delay, walking delay, language delay, growth delay, particular physical features, digestive problems, and sometimes behavioral problems. The diagnosis is most often made by a geneticist or an experienced pediatrician or pediatric cardiologist. The genetic examination to confirm the diagnosis requires a blood sample from the child, on which a special chromosome study is carried out, which assesses whether a specific fragment of chromosome 7 is missing. As this abnormality is usually not detectable on a standard karyotype, a complementary test is performed. FISH, fluorescent in situ hybridization test, which lights up a small probe in the region usually lost, or a CGH array, also known as a DNA chip, which uses a multitude of small probes spread throughout the genome to identify the missing chromosome fragment. The main characteristics that can be found in the syndrome are cardiovascular pathologies, narrowing or stenosis of the arteries, most often in the aorta and/or the lungs, which are very characteristic of Williams syndrome and which may be associated with a heart murmur. These are not necessarily present in all affected individuals. Too much calcium in the urine and blood. Hypercalciuria, hypercalcemia, especially at birth or during the first 2 years of life. Delayed psychomotor development, hypertonia in early childhood with children described as too soft, sitting and walking acquired late, fine motor skills difficulties, difficulties in finding one's bearings in time and space, visuospatial disorders. Mild to moderate intellectual disability responsible for learning difficulties at school, concentration difficulties and hyperactivity. Eating, digestion and sleep disorders, particularly in early childhood. Sleep disorders often persist into teenage and adulthood. Slow growth and sometimes early puberty are responsible for a smaller height compared to the general population. Recognizable physical features: swollen eye rims, starry irises, full cheeks, large forehead, flat profile, elongated and thin face, short nose with bulging tip, large mouth. Sociability disorders. These people easily reach out to others, which can sometimes put them in danger, contrasting with solitary games and behaviors. Their interpretations of interactions can be erroneous because they are based on distorted analysis of the relationship with others. Very sensitive hearing, hyperacusis, anxiety and anguish for oneself or for others. Some faculties are well developed, notably a taste for music, visual and auditory memory. Le syndrome de Williams-Beuren n'est généralement pas hérité. Il s'agit d'un accident génétique survenu avant la fécondation. Le conseil génétique est donc le plus souvent rassurant pour les parents qui souhaiteraient avoir d'autres enfants ou aussi pour les autres membres de la famille, comme par exemple la fratrie de l'enfant ou la fratrie des parents. En revanche, une personne atteinte du syndrome a un risque de 50% de transmettre la pathologie à chaque conception, puisqu'elle a un chromosome 7 porteur de la microdélétion et un qui ne l'est pas. Tous ces aspects, bien sûr, doivent être discutés lors d'une consultation de génétique.
Au moment du diagnostic, toute personne atteinte du syndrome de Williams-Séberin doit bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il est donc recommandé de réaliser un examen clinique complet, comprenant un examen général, une auscultation cardiaque, la mesure de la tension artérielle, une évaluation de la croissance et du développement global. Un bilan cardiovasculaire par un cardiologue spécialiste des cardiopathies congénitales. Pour les enfants, il est recommandé que ce soit un cardiopédiatre. Un bilan ophtalmologique à la recherche de troubles de la réfraction, comme par exemple une myopie, une hypermétropie ou un astigmatisme ou d'un strabisme. Un bilan sanguin et urinaire, incluant le dosage du calcium dans le sang et dans les urines. En cas d'hypercalcémie ou d'hypercalciurie, une consultation spécialisée de néphrologie pédiatrique est indiquée, car si besoin, l'administration de vitamine D peut être déconseillée. Un bilan thyroïdien, incluant notamment un dosage de la TSH, une échographie rénale et des voies urinaires, afin d'évaluer l'éventuelle présence de malformations des reins et des voies urinaires et de dépôts de calcium, ce qu'on appelle une néphrocalcinose. Un examen Doppler est indiqué pour évaluer l'éventuelle présence de sténose des artères rénales. En fonction de l'âge, au diagnostic et de la situation individuelle du patient, il peut être recommandé de réaliser aussi d'autres examens. Un contrôle de l'audition est un suivi ORL, un bilan bucco-dentaire à la recherche de l'éventuelle présence de dents manquantes, malposition dentaire ou caries. Pour ceux qui ont été opérés du cœur, on discute une prophylaxie de l'endocardite, donc un traitement antibiotique pour des soins dentaires. Un bilan orthophonique et psychomoteur, incluant une évaluation neuropsychologique et comportementale. Suite au diagnostic, les patients doivent bénéficier d'un suivi multidisciplinaire. Ce suivi inclut aussi la répétition périodique de certains bilans, comme les bilans cardiovasculaires ou les examens sanguins et urinaires. Le suivi médical est adapté aux différentes tâches de la vie et peut être différent en fonction des individus. Selon les recommandations du protocole national de diagnostic et de soins, en libre accès sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement pour guérir ce syndrome, mais on peut proposer des traitements pour entretenir les symptômes et des rééducations pour permettre aux patients de développer toutes ses capacités. L'accompagnement global peut débuter dès l'enfance, soit dans des structures de prise en charge médico-sociale, comme les centres d'action médico-sociale précoce jusqu'à l'âge de 6 ans, puis dans des services d'éducation spéciale et de soins à domicile ou des services d'accompagnement à la vie sociale, ou encore à l'âge adulte dans des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Le suivi peut également être réalisé en libéral, soit dans l'attente d'une prise en charge en structure médico-sociale, soit si les parents y sont plus favorables. Concernant la prise en charge de rééducation, l'orthophonie peut aider à l'apprentissage du langage, la psychomotricité peut permettre d'améliorer le développement moteur et la rééducation des troubles visuospatiaux. La kinésithérapie peut permettre de favoriser l'acquisition de la position assise et de la marche et d'agir contre l'installation de raideurs articulaires. L'ergothérapie peut aider à l'apprentissage des tâches de la vie quotidienne, comme s'habiller, manipuler des objets. La psychothérapie peut aider la personne à exprimer son ressenti et maîtriser ses sentiments. La fiche Focus Handicap d'Orphanet peut être utile pour les accompagnants pour mieux comprendre le syndrome, ses retentissements et l'accompagnement à mettre en place. La scolarisation en école maternelle d'un enfant atteint du syndrome est souvent possible. Ensuite, une orientation est proposée en fonction des capacités de l'enfant, soit auprès des ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, soit en IME, institut médico-éducatif, soit une mise en place d'aide humaine accompagnant d'élèves en situation de handicap après décision de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents peuvent faire une demande de PPS, un projet personnalisé de scolarisation, pour définir et coordonner les modalités de scolarisation et les actions pédagogiques selon les besoins de l'enfant. Il est important de s'appuyer sur les facultés et les centres d'intérêt de l'enfant, sa capacité de mémorisation, son attrait pour la musique.
Des changements de structure doivent être opérés, classe ordinaire ou classe spécialisée. Il est important de les anticiper. Les structures de type IME ou instituts médico-professionnels permettront à la personne de gagner en autonomie et d'envisager une orientation professionnelle en fonction de ses capacités et ses attentes. Compte tenu de l'hypersensibilité au bruit liée au syndrome, travailler dans un milieu bruyant n'est pas le plus approprié. De plus, la station debout peut être pénible pour certaines personnes. Il faut savoir que ce syndrome peut entraîner des difficultés de coordination et du maintien d'une attention soutenue. Les adultes atteints de ce syndrome qui travaillent peuvent exercer en milieu ordinaire ou protégé, selon ce qui leur convient le mieux. Le syndrome peut entraîner des difficultés relationnelles, particulièrement dans l'enfance. Le jeune enfant doit apprendre à garder une attitude relationnelle adaptée, en lien avec ses troubles de sociabilité, car cela peut le mettre en danger. Ce sont des personnes à la fois protectrices et anxieuses pour leurs proches. Le syndrome peut avoir des conséquences sur la vie familiale. Les besoins de prise en charge génèrent des préoccupations administratives importantes. De plus, elles peuvent engendrer un déménagement familial ou un aménagement de la vie professionnelle des parents. Le soutien psychologique de la famille et de la fratrie est important. Il peut notamment être proposé dans les structures médicales ou médico-sociales. Les adultes porteurs du syndrome ne sont souvent pas totalement autonomes. Certains vivent en famille, d'autres en foyer ou en établissement médico-social et peuvent être accompagnés par un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ou un SAMSA, service d'accompagnement médico-social aux adultes handicapés. La succession doit être anticipée pour protéger à la fois les parents et les enfants. Les personnes touchées par le syndrome de Williams-Séberin peuvent bénéficier de l'affection de longue durée et ainsi être exonérées du ticket modérateur qui sera pris en charge à 100%. La demande de cette mesure doit être adressée par un médecin auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Les maisons départementales des personnes handicapées évaluent les besoins des personnes handicapées, instruisent les dossiers de demande et assurent le suivi et la mise en œuvre des décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Une demande auprès des MDPH peut permettre l'accès à des droits, notamment en termes de compensation. Carte mobilité inclusion, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D'autres aides peuvent également être attribuées par la caisse d'allocation familiale, comme l'allocation journalière de présence parentale. Des assistantes sociales de proximité, de l'hôpital ou des structures médico-sociales, comme les CAMS, les CESAD, peuvent aider les familles dans les démarches d'accès aux droits, de mise en place de mesures de protection juridique, comme la curatelle ou la tutelle. Les associations de personnes concernées par ce syndrome sont également un lieu d'échange et de soutien entre les familles. En France, il en existe deux. L'association Autour des Williams et la fédération Williams France. Chacune a créé des documents, des plaquettes, un guide de suivi médical à la disposition des familles pour les accompagner dans leur parcours.